vie après la mort, c'est un scandale. On lui dit, il est médecin, tu vois, et il a récupéré des témoignages de mort imminente. Et on lui dit, non, c'est pas vrai. On ne peut pas étudier ça. Et tu t'aperçois, tu vois, c'est dans les années 70, donc 50 ans plus tard, en Suisse, on ouvre un institut reconnu d'utilité publique écoute, là. On est dans la chronique des idées avec Bertrand Couetou et ça ouvre le sujet d'aujourd'hui. Bertrand, j'étais déjà en train d'enregistrer. On était déjà en onde alors que tu apportais l'idée que les idées concrètes ne sont pas nécessairement toujours les bienvenues. Non, c'est exactement ce que je disais. Donc, dans les années 70, René Mauduit, pour terminer, pour reprendre ce qu'on disait la dernière fois, vendredi dernier, eh bien, René Mauduit, dans les années 70, écrit ce livre, La vie après la vie, et il est rejeté par toute la science. Tout le monde lui dit non, on ne peut pas croire ça, etc. Et alors, il passe pour un complotiste. Hein. Aujourd'hui, on emploierait ce mot de complotiste. Qu'il y a une vie après la mort. Exactement. Mais 50 ans après, eh bien, en Suisse, il y a quelqu'un qui fonde un institut qui est reconnu d'utilité publique par la Suisse, donc qui est aidé par le gouvernement suisse pour étudier la vie après la vie. Et donc, on voit bien tout le développement des idées, comment une idée peut germer petit à petit, et puis... Elle passe à travers le temps aussi, des fois sans être accouchée, mais Exactement. Elle évolue. Alors, dans l'exemple, sans être accouché, on a Nikola Tesla. Alors là, c'est ce grand génie Nikola Tesla avec l'électricité. Oui, absolument, l'électricité qui a transformé la planète, l'humanité complète. Mais lui, son idée au départ, c'était d'offrir l'électricité par le biais des ondes. Exactement. Que ce soit absolument rien de filaire, mais qu'il y ait peut-être quelques grands poteaux pour les grandes villes qui allaient récupérer l'électricité, qui allaient condenser l'électricité et la redistribuer pour la ville, pour la région. Sans fil. Sans fil, sans fil. Et donc, n'importe quel appareil, le téléphone, s'auto-alimentait en permanence. Et donc, on n'a pas besoin de batterie. Il avait testé d'ailleurs quelque chose avec une voiture électrique qui a fonctionné. En fait, il avait besoin de la booster au départ. Et après, elle a roulé, je crois, sans arrêt. Et je crois qu'elle a fait plus de 1000 km, un truc comme ça. Enfin, un truc complètement délirant. Mais on a traité Nikola Tesla Ça se fait pas. Non, on ne fait pas ça. Et puis surtout, on ne peut pas monétiser. Et offrir gratuitement l'électricité. Alors là, il y a toute une industrie. Mais là je reviens à notre dernière chronique, Bertrand, parce que c'est cette permission-là qu'on s'est offert, en fait, puis on vous offre aussi, auditeurs, donc soyez bien à l'aise de nous écrire que vous aimiez ou non, la possibilité de flyer, hein, en bon français, sur des fois, on l'échappe, hein, comme on dit. Donc, la semaine dernière, on avait commencé à répondre à des questions, mais on n'y a pas terminé. C'est ça. Mais ça revient à la question où on disait, la question qu'on avait reçue, c'est est-ce que c'est une chronique religieuse, métaphysique ou complotiste? Ou à quoi on peut se rattacher pour vraiment être dans le concret? Et là, c'est pour ça qu'on parle de Nikola Tesla aujourd'hui. Alors oui, parce qu'effectivement, mais cette question, en fait, est à plusieurs volets. Hein. Le mot complotiste, déjà, c'est souvent un mot intéressant parce que c'est un mot... on met l'idée complotiste, puis ça veut dire, écoute, va pas là-dedans, puis ne réfléchis surtout pas. Moi, je suis très cartésien. Alors, c'est pareil, on utilise ce mot, mais la plupart des gens ne veulent pas savoir ce que ça veut dire, cartésien. En fait, Descartes, c'est quelqu'un qui va douter. C'est quelqu'un qui se rattache. En fait, il va douter pour prouver. Descartes, vraiment, l'objectif de la méthode cartésienne, c'est de prouver par le doute l'existence de Dieu. Alors, personne, quand quelqu'un se dit cartésien, généralement, il ne sait pas qu'il a une méthode qui va prouver l'existence de Dieu, parce que beaucoup de cartésiens sont en fait soit agnostiques, soit athées. Mais Descartes, lui, veut prouver l'existence de Dieu par le doute.
et il se rattache à ce grand courant spirituel de Thomas, non pas Thomas d'Aquin du catholicisme, mais Thomas l'apôtre, un des disciples de Jésus, qui va toujours douter. D'où l'expression faire son Thomas. Exactement, parce que Thomas, il doute. On dit-tu encore ça? Arrête de faire ton Thomas? Oui, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Okay. Donc, je le prends. Je ne sais pas si ça date de mon existence. Donc, ça répond un peu à la question, est-ce que c'est une chronique religieuse ou complotiste? La réponse est non. On cherche, à travers le doute, justement, de remettre certaines choses en question. Puis, donc, là, on est dans le monde des idées, vraiment, avec Bertrand. Exactement. Et même si, évidemment, je suis très proche de Thomas et que j'appartiens à ce courant du doute, pour moi, rien n'est valide, rien n'est vrai. Même, j'allais dire, même les choses les plus élémentaires, comme quoi cette table est solide, la table d'enregistrement sur laquelle sont posés tous les appareils pour enregistrer, eh bien, même cela, je doute que ce soit très solide, car ce qui m'anime, c'est effectivement le doute. Et je crois que dans une autre chronique ou une chronique prochaine, j'expliquerai, ou j'ai déjà expliqué, on a déjà expliqué effectivement que en fait, il y a plus de vide dans les objets que de solide, hein, puisqu'on sait que les atomes sont très espacés. Donc voilà. Quand même, une idée, encore une fois, qui est assez impressionnante d'y penser, mais que c'est dur de concrétiser. Une autre question, Bertrand, qu'on a reçue justement en lien avec ça, je trouve ça le fun parce qu'on dirait que les deux questions se rejoignent. As-tu des exemples précis, des idées qui sont rentrées dans la réalité de cette façon-là? Donc, peut-être y aller avec des exemples de scientifiques, parce qu'on aime ça, se rattacher à la science. Alors, il y a plusieurs idées très claires qui sont... là, je vais parler des choses pour les plus anciens d'entre nous, parce que je pense que les nouveaux ne connaissent pas ça. Mais par exemple, j'ai en tête les VHS. Les VHS, c'était des cassettes pour enregistrer. Avant qu'on mette sur des clés USB, sur des choses, eh bien, on enregistrait en VHS. Mais en même temps que le VHS est apparu, qui est apparu, si je ne me trompe pas, au Japon, eh bien exactement en même temps et à peu près au même lieu, puisque c'était aussi au Japon, sont nés les Betacam, qui étaient un support magnétique un peu comme les VHS, mais qui n'avaient pas la même technologie. C'était deux technologies qui n'étaient pas compatibles. Et ça nous montre bien qu'une idée veut s'incarner à tout prix. Et cette idée-là était apparue chez l'inventeur du VHS et chez l'inventeur du Betacam. Et il y a eu une vraie bataille pendant quelques années, ça a duré peut-être 2-3 ans, entre les deux technologies, et finalement c'est la VHS qui a gagné. On a la même chose et encore plus certifiée, comme quoi il n'y a pas de conspiration, même si on a des doutes, mais au moment de la bombe atomique. Comment ça se fait que les deux puissances mondiales, à savoir les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique, où tous les deux ont vérifié les gens les plus fiables, les ingénieurs les plus fiables, les plus poussés, tous les deux, des deux côtés et en même temps, ont inventé la bombe atomique. Donc on voit bien que des idées vont vouloir s'incarner, et là, pour aller plus loin, on voit que ce sont des idées, dans le cas des bombes atomiques, des idées de la guerre, voilà, et donc qui sont animées par des grandes idées et des idées guerrières qui veulent s'incarner et rentrer dans la matière. Ça donne deux exemples assez concrets. Je voudrais donner un dernier exemple qui est la simultanéité des idées. C'est-à-dire que, curieusement, ça va être un des points très importants. Eh bien, quand vous avez une idée, si vous ne la mettez pas tout de suite en pratique, vous allez voir que très rapidement, soit quelqu'un va vous la proposer, soit elle va apparaître ailleurs. Et les technologies sont apparues pour la plupart à plusieurs endroits en même temps, mais même dans votre concret, vous allez avoir des simultanéités qui vont vous surprendre, et si vous y faites attention,
il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait de simultanéité. Excellent. On va se laisser là-dessus, Bertrand. Je nous laisse sur une question, peut-être éventuellement, on en reparlera la semaine prochaine, mais est-ce que ça peut s'appliquer à notre vie, ça, l'idée de focusser sur une idée et d'avoir des résultats, soit par la simultanéité, justement? Bonne question, hein? Tiens, la petite musique qui nous laisse. Alors, merci beaucoup, Bertrand Coitou. On se retrouve la semaine prochaine.